Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette conférence sur les relations entre la France et l'Algérie. Sur ce thème, cette histoire entre la France et l'Algérie peut-elle s'apaiser? Alors si en fait on peut concéder quelque chose à Emmanuel Macron, c'est d'avoir tenté de pacifier les relations entre la France et l'Algérie. Alors qu'il n'était que candidat en février 2017 à Alger, dans un entretien, il avait dénoncé la colonisation de la France comme crime contre l'humanité. Ces premières années de quinquennat ont été marquées en fait par cette volonté de réconcilier Français et Algériens. Même si dès 2021, on sent déjà un petit changement de position de sa part, puisqu'il s'est mis à dénoncer la rente mémorielle du gouvernement algérien sur la question de la colonisation. Mais en 2022, il rejoue encore le ton de la réconciliation en disant que Français et Algériens sont amis. Mais depuis 2024, depuis l'été dernier, en fait, le torchon brûle entre les deux pays. Nous avons eu en fait des expulsions de fonctionnaires des deux côtés. Les ambassadeurs ont été rappelés, des restrictions sur les porteurs de visas diplomatiques et deux affaires médiatiques qui sont l'emprisonnement de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal et du journaliste Christophe Glaise. On a vu l'Algérie aussi refuser de reprendre certaines personnes sous OQTF, dont des influenceurs qui ont tenu des discours problématiques. Et au point qu'en fait, le 6 août dernier, Macron a vraiment changé de ton cette fois et a décidé en fait d'entrer dans le rapport de force en demandant à l'ancien Premier ministre François Bayrou plus de fermeté et de détermination dans les rapports vis-à-vis de l'Algérie. Je pense qu'en fait, depuis un an, nous pouvons dire que nous vivons peut-être la pire crise entre ces deux pays depuis la décolonisation. Alors, une réconciliation est-elle possible? Pour en discuter, quatre. D'abord, Rachel Binas. Vous travaillez à Marianne sur les sujets d'immigration et vous êtes aussi en charge de la zone Moyen-Orient et Proche-Orient. Et c'est vous qui, en novembre dernier, avez révélé au monde entier l'emprisonnement de Boualem Sansal en Algérie. Xavier Driancourt, bonjour. Vous avez été ambassadeur en Algérie, ambassadeur français en Algérie, sur deux périodes, 2008-2012 et 2017-2020. À ma gauche, Mohamed Sifawi. Vous êtes écrivain, journaliste, réalisateur. Vous êtes né, vous avez grandi en Algérie. Et vous avez aussi publié plusieurs enquêtes sur votre pays d'origine. Et enfin, Arnaud Benedetti, vous êtes le directeur de la revue, rédacteur en chef, de la revue politique et parlementaire, qui, à la tête du comité de soutien à Boualem Sansal. Votre revue, en fait, s'est engagée très vite dans ce combat pour la libération. Alors, je vais vous poser à chacun la même question. Je vais me tourner d'abord vers vous, Rachel Binas. On entend souvent, en fait, que la France va trop loin dans la repentance, là où, en fait, l'Algérie ferait moins d'efforts pour en fait, apaiser les choses. Est-ce que vous trouvez que la France va trop loin dans la repentance? Alors, merci de la présentation et merci de l'invitation. Tout d'abord, parce que cette question n'est pas une surprise, vous nous en avez parlé lors de la préparation de cette intervention. Je pense que quasiment tous ici, devant vous, on a senti que ce mot repentance était piégeux, tant il est aujourd'hui chargé émotionnellement. Donc, je commencerai par distinguer deux, trois choses qui me semblent importantes pour être sûr que l'on parle de la même chose. D'abord, il convient de distinguer ce qui relève du travail mémoriel, du travail historique qu'a fait la France, qui est passé par exemple par l'ouverture des archives, chose que n'a pas fait le régime algérien il y a de cela, on va dire, une trentaine d'années. Un véritable travail historique pour avancer sur les connaissances en la matière et qui est extrêmement important, et qui nous honore et sur lequel, me semble-t-il, nous ne devons avoir aucun regret.
parce que c'est le signe aussi d'une certaine maturité d'une société quand elle travaille historiquement sur des faits et quand elle est prête à ouvrir ses archives pour avoir un regard critique sur cette période. Et d'autre part, je pense que c'est à ça que vous faites directement allusion, les fameuses excuses qui sont passées par des formules assez différentes, mais qui se rejoignaient dans le fond. Nous sommes aujourd'hui à la 3e période politique de ce qu'on peut appeler la repentance. Il y a eu Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, et aujourd'hui, vous l'avez dit, Emmanuel Macron. Il est d'ailleurs, et ça c'est important de le souligner, le président français qui aura fait le plus de gestes, qui aura tendu le plus de mains à l'égard du régime algérien. Et ce qu'on a vu en face, ce ne sont pas des mains saisies. Au contraire, on aura l'occasion d'y revenir, c'est un raidissement extrêmement fort. Alors, pourquoi en France, qu'est-ce que ça dit de nous ? Pourquoi une telle position et, selon certains, une obstination à l'égard de ce qu'on appelle la repentance ? Plusieurs raisons à cela. On va être très clair. Pour certains commentateurs, politiques, historiens, c'est une forme de rente. Ça peut permettre de faire carrière. C'est aussi une manière une stratégie électorale. Il y a aussi de l'argent en jeu derrière. Donc certains investissent dessus. Je ne jugerai pas de la sincérité de la démarche, mais ce qui est sûr, c'est que chez certains, c'est un système, vraiment. Et cette approche victimaire, dès lors qu'elle est systémique, elle interroge parce que j'y vois pour ma part une forme de néocolonialisme. C'est l'idée de ne pas considérer l'Algérie comme un interlocuteur d'égal à égal, mais de le renvoyer à chaque fois à sa place de victime éternelle de l'action française. Et en ce sens, la France reste encore au maître du jeu, reste au centre, reste encore une puissance qui domine. Alors elle n'a pas le bon rôle dans cette affaire-là, mais elle est toujours au centre. Elle est toujours au centre et c'est dans ce sens que je parle de néocolonialisme. Elle reste au centre du jeu. Et puis les ex-colonisés, donc, qui sont représentés souvent comme d'éternelles victimes, finalement incapables de se relever de leur passé. Et je terminerai sur ce point. Lorsqu'on parle ainsi et que l'on s'en restreint à cette vision-là, à cette lecture-là, on ne pense pas l'Algérie depuis son indépendance. On ne pense pas l'Algérie post-62. Qu'est-ce que ce pays est devenu depuis justement l'indépendance ? Alors, c'est une position qui est certainement agréable et confortable pour le régime algérien, mais voilà, elle permet de ne pas faire le bilan de ce qu'est l'Algérie, par exemple de ne pas parler ou de ne pas mettre la focale sur les 10 000 jeunes Algériens, surtout, qui ont traversé la Méditerranée à leur risque et péril, risquant donc la mort, l'année dernière, pour rejoindre les côtes européennes. On est à 6 000 en ce moment depuis le début de l'année. C'est un impensé. Or, aujourd'hui, l'essentiel de l'immigration algérienne en France est arrivé post-62. Surtout, post-2000, 1 sur 2, mais on va dire post-62. Ça dit quelque chose de ce qu'est devenu le pays et du régime actuellement en place. Et il y a un homme qui paie, on pourra y revenir, mais qui paie le prix fort de cette espèce d'aveuglement, de cette impensée, de cette Algérie-là, eh bien, c'est Boualem Sansal. C'est Boualem Sansal qui, voilà, j'aimerais avoir une pensée pour lui, qui paye cette absence de lucidité sur ce qu'est devenu l'Algérie. Et en cela, ça nous engage et ça nous oblige. Rachel, merci. Je vais me tourner vers vous, Arnaud, en fait. Vous, dont la revue s'est beaucoup engagée pour Boualem, si vous pouvez rebondir là-dessus. En quelques mots, la revue s'est engagée pour Boualem parce que je rappelle que Boualem est membre du comité éditorial de la revue politique et parlementaire et que lorsque nous avons appris l'arrestation de Boualem Sansal de manière tout à fait spontanée pour une vieille revue qui s'était engagée pour
il faut le souligner en son temps pour Alfred Dreyfus, il nous semblait tout à fait naturel de nous engager pour l'un des nôtres qui était arrêté, incarcéré arbitrairement par le régime d'Alger. Je pense que tout autre support qui aurait eu Boualem Sansal dans ce comité éditorial aurait fait exactement la même chose. Il se trouve que Boualem est un ami en plus personnel, donc il est évident que le drame qu'il traverse m'a touché particulièrement et a touché d'ailleurs nombre de ceux qui sont, la plupart d'ailleurs, les 4 qui sont ici autour de cette table ronde. Je voudrais juste rebondir sur la question de la repentance. Alors moi, je vais préciser tout de suite d'où je parle, au-delà, je veux dire, du fait d'être rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal. Il se trouve que je suis moi-même aussi un fils de l'Algérie, puisque je suis issu d'une vieille famille d'Européens d'Algérie. Donc je préviens tout de suite que j'ai une forme de subjectivité et il faut assumer sa subjectivité et dire toujours d'où l'on parle. Pour moi, si vous voulez, je me suis toujours posé la question de savoir quelles avaient été les motivations du président de la République, enfin du candidat à la présidence de la République en 2016, lorsqu'il s'est rendu à Alger et lorsqu'il a fait cette déclaration. C'est une vraie question. C'est une vraie question, d'autant plus qu'elle est contrebalancée, et Rachel l'a rappelé, puisque je crois que c'était en 2018 qu'il est retourné, 2018 en Algérie. Oui, je parle sous le contrôle de Xavier, qui était à ce moment-là ambassadeur, je crois, à Alger, et qu'il a quelque part modulé son propos en parlant de rente mémorielle. Deux choses, juste deux choses, je serai bref. La repentance est un objet politique du régime algérien, clairement. C'est-à-dire que c'est un moyen pour lui de faire pression sur les gouvernements français. Et tout cela, bien évidemment, repose sur une hostilité savamment distillée à l'encontre de la France par les dirigeants algériens. Non pas, je pense, mais peut-être que Mohamed Seffaoui me corrigera, forcément pour tenir le peuple algérien, pour légitimer son pouvoir qui par ailleurs est contesté, mais vraisemblablement aussi pour assurer la cohésion d'un pouvoir qui est traversé par de très nombreuses luttes de factions, parce que finalement, la seule chose qui semble parfois réunir ce pouvoir, justement, c'est cette corde du sentiment anti-français et de demande de repentance toujours plus forte vis-à-vis de la France. Deuxième élément, sur la repentance, si vous voulez, quand on fait un travail de mémoire, on parle de la relation franco-algérienne, il faut être deux pour faire ce travail de mémoire. Or, le problème, c'est que trop souvent, le sentiment qui se dégage, c'est que, in fine, l'effort est exclusivement fait du côté français et qu'il n'est pas du tout fait du côté algérien. Donc il y a une forme de déséquilibre. Je crois que c'est un des objets centraux de notre table ronde ce soir. C'est ce déséquilibre qui semble aujourd'hui extrêmement fort entre la façon dont le régime algérien, je ne parle pas du peuple algérien, le régime algérien traite la France et la façon dont finalement les gouvernants français semblent eux-mêmes en permanence intérioriser une forme de culpabilisation et de complexe d'infériorité morale par rapport au régime algérien. Donc on a une situation qui est névrotiquement malsaine, en l'occurrence, et je rejoins ce qu'a dit Rachel, c'est que c'est vrai, si l'affaire Sansal illustre de manière incandescente cette difficulté de notre relation franco-algérienne, parce qu'elle est l'expression justement, il me semble aussi, de ce malaise, et Boualem, en effet, est quelque part l'otage aussi de cette histoire, même s'il est d'abord l'otage du président Tebboune. Arnaud, merci. Je vais me tourner vers vous, Mohamed Seffaoui. Est-ce que vous rejoignez les conclusions d'Arnaud et pensez-vous que la France en fait trop sur la repentance ? Oui, bien sûr. Merci d'abord de l'invitation. Je prendrai un autre biais, parce que je sais ce que dira, enfin je crois savoir ce que dira l'ambassadeur Driancourt. J'ai l'habitude de discuter avec lui, mais j'ai quand même envie, pour éviter toute redondance, de prendre un chemin de traverse. Je crois que le problème majeur réside dans une série d'anomalies
qu'il y a dans ces relations franco-algériennes. D'abord, il faut reconnaître que les dirigeants français actuels ne comprennent et ne connaissent absolument rien à l'Algérie, parce que le régime algérien est pour eux totalement illisible, et ils n'ont jamais, en vérité, fait l'effort intellectuel de comprendre ce qu'était ce régime, ce qu'était ce pays, et en définitive, comment l'interpréter et comment le décrypter. En face, vous avez un régime algérien qui connaît non pas la France ou les Français, mais qui connaît toutes les faiblesses du pouvoir politique français. Toutes les faiblesses. Et parmi les faiblesses, il y a un certain nombre qui sont connus. La repentance, la question de la repentance, l'histoire, la colonisation en fait partie, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas que ça. Le régime algérien connaît une faiblesse que connaissent beaucoup de dirigeants arabes chez les élites globalement françaises et occidentales, c'est leur cupidité. Pardon d'être aussi désagréable, aussi direct. Et par ailleurs, ils connaissent aussi leur caractère pragmatique. Les dirigeants occidentaux, et la France de ce point de vue ne fait pas exception, ont un rapport à ce monde dit arabe, non pas au pays ou à l'État, mais au régime, comme si les peuples n'existaient pas. Étant donné que ce sont des dictatures, on ne parle qu'au régime. Et cette question de la repentance, justement, c'est un face-à-face, non pas entre l'Algérie, ou le peuple algérien, ou les Algériens, ou les élites algériennes, a fortiori les élites démocratiques, et la France, mais véritablement entre un pouvoir qui serait classé de fait si on devait reprendre les éléments de classification idéologique que l'on enseigne en première année d'études politiques, c'est un régime d'extrême droite qui fait du populisme, de la démagogie et de l'instrumentalisation de la souveraineté, etc., un élément central de son discours, de sa rhétorique et de sa politique. Et évidemment, de ce point de vue, la France, qui psychologiquement n'a jamais véritablement, je dirais, réglé son problème avec l'histoire, de façon générale, et pas celle de la colonisation. La France a toujours eu, par pudeur, par complexe, par une série de comportements où on aime mettre dans ce pays la poussière sous le tapis, un problème avec ces questions-là. Et les Algériens, je parle des dirigeants algériens, ils le savent. Et donc ils en ont profité, ils en profitent encore. Est venue une génération qui, je dirais, n'est pas effectivement, de ce point de vue, Emmanuel Macron n'a pas cette fibre. Il ne connaissait rien à l'Algérie. Ce n'est pas Michel Debré, ce n'est pas François Mitterrand, ce n'est pas le général de Gaulle, ce n'est pas Alain Peyrefitte. C'est une génération qui ne comprend absolument rien à ce pays, encore moins à ce régime. Et donc il vient avec un sang neuf. Donc au départ, il casse tous les codes, il donne en tout cas cette impression. Mais pour les dirigeants algériens, c'est plutôt un genou qui est facilement manipulable. Et ils vont tout faire justement pour l'instrumentaliser et pour l'utiliser afin de lui faire croire qu'il pourrait à terme sceller un partenariat stratégique. Mais en réalité, ce qu'il voulait, c'est obtenir un maximum de la France à travers lui et donner le strict minimum. Et en tout cas, ne bouger sur aucun sujet essentiel. Sur les questions, évidemment, d'immigration, sur les questions d'islam, sur les questions de ce qu'ils doivent donner, eux, leur part dans la question mémorielle aussi. Et on sait bien, de ce point de vue, que ça n'a pas été équitable. Donc, il y a ce problème, je pense, qu'il faudra régler si l'on veut un jour refonder les relations franco-algériennes sur des bases saines, parce que jusque-là, depuis l'indépendance, à mes yeux, ce sont des relations plutôt toxiques. Et donc, il faut sortir de cette toxicité pour reconstruire quelque chose de plus sain. Merci Mohamed Sifawi. Je vais me tourner vers vous maintenant, Xavier Dréancourt, toujours sur cette question de la repentance. Oui, alors il se trouve que
Moi, je ferais une distinction entre reconnaissance et repentance et excuse. Dans le fond, j'ai été ambassadeur, vous l'avez dit, à 2 reprises en Algérie, à un moment de la reconnaissance, au début des années 2000, puis tout récemment, sous Emmanuel Macron, à un moment de la repentance. Et j'ai bien vu l'évolution historique, et ça nous ramène un peu au débat précédent. Je crois qu'au début des années 2000, il y a eu un changement en France et dans le monde. Jusqu'au début des années 2000, dans le fond, ce sujet n'existait pas. On parlait des événements d'Algérie, mais de rien d'autre. Et puis au début des années 2000, il y a eu tous ces mouvements dans le monde, dans les anciennes colonies, avec la reconnaissance, puis les excuses des Anglais vis-à-vis des aborigènes, des Allemands vis-à-vis des héréros de Namibie, etc. Nous n'avons jamais fait ce mouvement. Mais il y a eu une période de reconnaissance de la colonisation. Ça a été la période où, Arnaud l'a rappelé, le discours de Nicolas Sarkozy à Constantine en 2007, où il a reconnu que la colonisation avait été une mauvaise chose. Ça a été le discours de François Hollande en 2012. Et puis, il y a eu un événement fondamental qui a été en France, la loi du 23 février 2005, qui a été votée à l'Assemblée nationale, l'amendement Van Est, qui a été voté en séance de nuit. Il y avait seulement une dizaine de députés. Et l'amendement Van Est était ce qu'on a appelé la loi sur les bienfaits de la colonisation. Ce sont les Algériens qui ont donné cette dénomination. Et l'amendement Van Est demandait que l'histoire de la colonisation française au Maghreb soit inscrite dans les livres scolaires, dans les manuels scolaires. Et c'est à ce moment-là qu'est intervenue la grande coupure et le passage de la reconnaissance des faits à la repentance. Alors ça a eu un effet en France, donc il y a eu à ce moment-là la montée en gamme, si je puis dire, du discours officiel, avec le discours d'Emmanuel Macron en février 2017, donc la colonisation, crime contre l'humanité, qui était quand même la phrase magique qu'attendaient les autorités algériennes. Il y a eu tout ce qu'on a appelé les gestes mémoriels à partir de 2017, la mort de Maurice Audin, Ali Boumengel, etc. L'arbi Ben Midi, tout récemment encore, il y a quelques mois. Et puis, du côté algérien, ça a provoqué également un effet, parce que c'est à partir de ce moment-là que l'Algérie s'est raidie. Belradem, qui était secrétaire général du FLN, Premier ministre algérien, a fait voter une loi sur la criminalisation de la colonisation française. Le discours algérien a parlé à ce moment-là de repentance, de criminalisation, et a parlé tout récemment encore d'indemnisation de la colonisation française. Et même dans les chiffres, on parlait de... Au départ, c'était 500 000 morts. Ensuite, c'est monté à 1 million. Et dans une interview récente, le président Tebboune a parlé de 6 millions de morts pendant la colonisation. Donc voilà, il y a eu une montée en gamme et on est passé progressivement de la reconnaissance, encore une fois, à la repentance. Je vais vous redonner la parole. Est-ce que vous pensez que, vu ce que vous venez d'exposer, que l'Algérie veut se réconcilier avec la France? Et dans ce cas-là, sinon, une réconciliation est-elle possible? Écoutez, pendant mes 2 séjours à Alger, pendant les presque 8 ans que j'ai passé en Algérie comme ambassadeur, je pensais qu'on finirait par arriver à une réconciliation. La grande fenêtre d'opportunité où il y avait une réconciliation possible, c'était dans le fond la période Chirac-Bouteflika. Les 2 hommes s'entendaient bien. Chirac s'entendait aussi avec le roi du Maroc. Il y a eu le projet de traité d'amitié franco-algérien qui a été interrompu par cette fameuse loi de 2005. Et puis ensuite, donc, il y a eu les ruptures successives. Mais encore une fois, je pensais qu'il y aurait un jour une possibilité de réconciliation
à la condition que le régime algérien change, parce que, encore une fois, jusqu'à aujourd'hui, ce sont des octogénaires qui ont fait la guerre d'indépendance ou qui étaient en tout cas jeunes pendant la guerre d'indépendance. Donc il faut qu'il y ait un changement de régime, non seulement de génération, mais de régime. Et puis deuxièmement, il faut que du côté français, nous sortions de notre aveuglement vis-à-vis de l'Algérie. Mohamed Sifawi l'a dit, nous ne connaissons pas l'Algérie, nous ne comprenons pas l'Algérie. Autant les Français, beaucoup parmi vous sont allés sans doute en vacances au Maroc ou en Tunisie, personne ne va passer des vacances en Algérie. Donc les Français et le gouvernement français ne connaissent pas l'Algérie, ne connaissent pas le régime algérien. Donc aujourd'hui, j'en arrive à la conclusion, comme d'autres, que voilà, il faut normaliser, banaliser nos relations avec l'Algérie, tourner la page et sortir de cet aveuglement vis-à-vis d'Alger. Rachel Bina, je me tourne vers vous. Alors, est-ce que vous, de votre côté, vous pensez que l'Algérie souhaite cette réconciliation? Alors, je me permets une petite incise avant de répondre à votre question. On peut noter quand même que d'autres pays qui ont aussi une histoire difficile et qui ont connu la violence française à une époque n'entretiennent pas le même sentiment ou le même ressentiment à l'égard de la France. Le Vietnam, pour ne citer que lui, on voit bien que la relation est bien plus apaisée et qu'il s'agit d'un pays qui se tourne vers son avenir plus que vers son passé. Alors, quand on parle de l'Algérie, Arnaud Benedetti l'a bien dit et il a eu raison de le rappeler, j'insiste là-dessus, on parle bien sûr du régime algérien en place, on ne parle pas des Algériens. On a notamment relevé le fait que beaucoup fuyaient aussi ce pays. Il y a un certain nombre d'opposants politiques également. Entretenir ce lien conflictuel, Arnaud l'a bien développé, c'est aussi un moteur en fait pour le régime actuel qui maintient des affects belliqueux dans une stratégie du bouc émissaire quelque part. C'est comme ça une manière de faire fi d'un peuple fracturé, d'une corruption extrêmement importante, d'une démocratie confisquée et puis d'inégalités sociales extrêmement fortes. Et puis, est-ce que le régime algérien veut vraiment se réconcilier lorsqu'il garde en prison de manière arbitraire un homme de 80 ans sous prétexte qu'il est un écrivain libre d'expression française, farouchement à l'opposé à l'antisémitisme? Franchement, je pense qu'il est assez facile, hélas, de répondre à la question. En tout cas, les signaux envoyés ne sont pas ceux d'un apaisement. Et puis, on parle de réconciliation avec la France, mais c'est de réconciliation avec lui-même aussi qu'on pourrait évoquer. On a parlé donc de ces Algériens qui fuient leur pays, un pays qui est incapable de leur proposer un avenir, de ces opposants aussi nombreux à avoir trouvé refuge en France depuis des dizaines d'années aujourd'hui, et une répression qui est terrible. Je donnerai juste un exemple, parce que c'est un exemple qui m'a marqué, on en parle très peu dans les médias en France. Ça a eu lieu en période de Ramadan cette année, une influenceuse algérienne qui, je crois, portait le hijab et qui faisait des petites vidéos sur les réseaux sociaux où elle dansait, a été présentée devant un juge en Algérie et condamnée à 5 ans de prison ferme pour avoir dansé en vidéo sur les réseaux sociaux. Elle s'est évanouie au moment du jugement. Des exemples comme ça, il y en a plein en Algérie aujourd'hui. Il y a une répression qui réellement s'est accélérée ces derniers mois, ces dernières années. Et puis, ce qui semble être une volonté de rester en conflit, d'avoir des ennemis plutôt que des adversaires, parce que c'est de ça qu'il s'agit, eh bien, finalement, elle n'a pas été complètement acceptée, reconnue par les autorités françaises. Notre diplomatie, elle est réellement marquée, je parle sous l'autorité de Xavier Driancourt, mais elle est marquée par cette espèce de repentance éternelle qui fait qu'on est incapable d'avoir un discours avec l'Algérie d'adulte à adulte, en fait, parce que c'est ça, d'adulte à adulte. Et d'autres pays qui ont subi aussi une présence française par le passé observent aujourd'hui que les Algériens eux-mêmes ne sont pas traités comme eux. C'est-à-dire qu'ils bénéficient d'un certain nombre de privilèges que beaucoup d'autres pays n'arrivent pas à comprendre. Les fameux accords dont on a beaucoup parlé dans les médias. Donc on sent que
pendant que Paris tergiverse, eh bien, les problèmes perdurent. Merci. Merci Rachel. Je vais me tourner vers vous, Mohamed Sifaoui. Est-ce que de votre côté, vous pensez que, effectivement, plus que l'Algérie, le régime algérien veut se réconcilier avec la France? Il y a une chose que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, et ce n'est pas une blague. Il ne faut pas lire ou chercher à lire le régime algérien avec toute la rationalité que dicte un esprit bien fait d'un diplomate, d'un journaliste, d'un intellectuel, d'un universitaire, etc. Il faut prendre en considération la marge d'irrationalité qui caractérise le régime algérien, et particulièrement celui-ci, celui de Tebboune. Lorsque je m'exprime, et moi je le traite de fou et de beaucoup de choses, mais ce ne sont pas des excès de langage uniquement. C'est une réalité. C'est quelqu'un qui est fou de pouvoir. Je ne parle pas de pathologie, je ne suis pas habilité. C'est quelqu'un qui est fou d'affairisme. C'est quelqu'un qui n'a pas le sens des réalités. Et je pense que c'est une chose que, quand je disais tout à l'heure, il faut apprendre à lire et à déchiffrer ce qu'est le régime algérien. Je prends en considération ces aspects-là, c'est-à-dire qu'un esprit rationnel se dirait la chose suivante, surtout lorsqu'on est chef d'État. Il est inutile, je ne parle même pas de Boualem Sansal, je ne parle pas d'un opposant politique, il est inutile d'emprisonner une dame qui vit à Paris et qui rentre et qui est poursuivie juste parce qu'elle a fait un selfie avec une figure de l'opposition, diffusé sur les réseaux sociaux. Quand on est un peu responsable, on se dit, il y a un chanteur qui a fait une chanson quelque peu outrancière, un Oranais, et le rail est connu pour être porteur de messages outranciers, comme toute chanson un peu rock'n'roll. On ne va pas l'emprisonner pour ça. On ne va pas emprisonner, y compris un larbin du régime, un universitaire, qui est de ce camp bassiste, ultranationaliste, etc., parce qu'il a dit une saloperie, par ailleurs, sur la Kabylie, etc. Non, parce que de façon pragmatique, comme le ferait n'importe quel dirigeant, je dirais, on ne peut pas se couper à la fois des démocrates qui sont francophones et francophiles, on ne peut pas se couper des arabisants qui sont ultranationalistes, on ne peut pas se couper des camps proches de l'armée, des affairistes, des oligarques. C'est-à-dire que cet individu est dans une folie telle que tous les jours, en se réveillant le matin, sans faire exprès, il se crée de nouveaux ennemis. Et cette réalité, il faut d'abord la lire chez l'autocrate algérien, qui a créé quelque chose. Quand je disais on ne sait pas lire en France la réalité de ce régime, on n'a pas su lire son évolution. Par exemple, je lis dans certains articles de presse une réalité qui était la réalité des années 80 ou celle des années 90, ou encore celle du début des années 2000, qui n'est plus la réalité de 2025 aujourd'hui. La réalité du début du mandat de Tebboune n'est pas la réalité du début de la première année du second mandat d'Abdelmadjid Tebboune. La réalité, les contradictions à l'intérieur du régime ont totalement évolué. Je ne sais pas si vous le savez, il s'est passé un fait complètement extraordinaire. On a un ancien chef de la sécurité intérieure, la Direction générale de la sécurité intérieure, donc la DGSI, la même dénomination que la DGSI française, donc le patron de la DGSI algérienne qui a été démis de ses fonctions, c'est normal, au mois de mai. Un mois plus tard, il est poursuivi pour des raisons, admettons, qui seraient probablement logiques. Un mois plus tard, il est emprisonné. Un mois plus tard, il est mis en résidence surveillée. Et un mois plus tard, il prend un bateau avec des migrants clandestins et il traverse la Méditerranée pour aller se réfugier en Espagne. Le patron de la sécurité intérieure, des services de renseignement algériens. Voilà la réalité du régime de Tebboune aujourd'hui. Donc c'est un régime qui devient fou parce qu'il est dans une sorte de fuite en avant
Et on sait très bien, les régimes fous, quand ils sont dans une fuite en avant, c'est là où ils sont les plus dangereux. Et vraiment, je conseille à chacun de prendre en considération cette part d'irrationnel qui habite le régime algérien. Il ne faut pas toujours lire, on n'est pas face à Winston Churchill et on n'est pas face à Kennedy. On n'est pas face à des dirigeants, on n'est même pas face à Fidel Castro. Et on n'est pas face à des dirigeants qui... c'est pas Poutine, c'est autre chose. Tebboune est d'abord un caractériel, un irascible, un colérique, un impulsif, qui peut changer d'avis, rentrer dans des colères noires pour des raisons qui pourraient paraître futiles pour n'importe qui. Et il a un caractère revanchard jusqu'au boutiste qui pourrait l'amener à faire les pires, prendre les pires décisions sur une impulsivité comme ça soudaine. Donc tous ces éléments-là, il faut les intégrer dans sa grille de lecture, encore une fois, si l'on veut bien lire et anticiper la réalité de ce régime. Merci. Arnaud, je me tourne vers vous. Pensez-vous que ce régime serait apte à se réconcilier avec la France ? Je partage évidemment la dimension ubuesque du personnage de Tebboune, tel que vient de la décrire Mohamed Sifawi. S'il voulait se réconcilier avec la France, il y a une chose très simple à faire, c'est qu'il libère ce soir Boualem Sansal, c'est qu'il cesse les poursuites permanentes et le harcèlement judiciaire contre Kamel Daoud. Il permet à Mohamed Sifawi de pouvoir retourner en Algérie. Il y aurait des gestes, il y en aurait plein comme ça. Il y aurait des gestes très concrets à faire. Manifestement, il ne va pas le faire, ni ce soir, ni demain, ni après-demain. C'est une réalité à laquelle aujourd'hui nous sommes malheureusement confrontés. Mais sur Tebboune, je voudrais dire une chose. Donc aujourd'hui, le régime algérien ne cherche pas à se réconcilier avec la France. Nous sommes, il faut être bien clair, aujourd'hui à la limite de la rupture des relations diplomatiques. C'est quelque chose qui peut arriver demain, après-demain, dans 10 jours, dans un mois. C'est une réalité. C'est ça, aujourd'hui, la réalité des relations entre la France et l'Algérie. Ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, la relation entre Paris et Alger, mais elle n'a jamais atteint ce point d'incandescence. Alors après, il y a un autre point quand même, c'est que Tebboune a cru en Macron, vraisemblablement. Il y en a d'autres, hein. Pas seulement en Algérie. Mais la vérité, c'est qu'on voit bien qu'il y a un point de bascule, comme on dit aujourd'hui, et d'autant plus que Macron a misé toute sa relation avec l'Algérie sur Tebboune, en ignorant vraisemblablement ce que vient de dire Mohamed tout à l'heure, c'est-à-dire la dimension extrêmement hétéroclite quand même du pouvoir algérien. Il y a un pouvoir civil, mais il y a quand même derrière une junte militaire, qui elle-même est traversée d'ailleurs aussi vraisemblablement de courants. Mais il a cru en Macron, et le point en effet de rupture, c'est le moment où la France a reconnu en juillet 2024 la marocanité du Sahara occidental. Et la réponse d'Alger à cette reconnaissance, qu'est-ce que ça a été ? Ça a été l'arrestation sur le tarmac de l'aéroport d'Alger de Boualem Sansal. Donc on a là, si vous voulez, une dégradation subite dans une séquence très courte de la relation franco-algérienne. Donc là, pour le coup, je ne dis pas que la France n'avait pas à reconnaître la marocanité du Sahara occidental, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Mais il est évident que du côté de Tebboune, il s'est senti, lui qui avait quand même tout misé sur sa relation avec Macron, trahi vraisemblablement par le président de la République, ce qui, bien évidemment, ne justifie en rien la façon dont il gère son pouvoir, la façon dont il réprime ses opposants, et bien évidemment, ça ne légitime en rien l'arrestation de notre ami Boualem et du jeune journaliste Christophe Glaise. En tout cas, moi, je réponds très clairement à votre question. Je ne suis pas du tout sûr aujourd'hui que le président Tebboune et que le régime algérien souhaitent se réconcilier dans l'instant avec la France, d'autant plus que il y a une réalité, et là aussi je rejoins encore une fois Mohamed, c'est que la vérité, c'est que les Algériens connaissent très très bien la vie politique française, ils connaissent nos fragilités et ils connaissent notre instabilité en ce moment.
Arnaud, je vous remercie. Et je vous remercie tous les quatre. Nous allons passer à quelques questions du public, s'il y en a. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Quel est votre avis sur le vote de certains députés français européens contre la résolution proposée pour la libération de votre ami Boualem? Moi, je suis un démocrate, je respecte la liberté de vote, mais ce qui me choque, si vous voulez, depuis le début, c'est qu'autour d'une cause qui devrait être une cause universelle, il ne devrait pas y avoir de réserve, il ne devrait pas y avoir d'opposition au fait que l'on demande une libération immédiate et sans condition pour quelqu'un qui n'a fait qu'exprimer sa liberté d'opinion. Donc, on peut ne pas être d'accord avec certains propos de Boualem Sansal, mais la question, si vous voulez, de la liberté de l'écrivain ne se discute pas, ne se saucissonne pas, ne se partage pas. Donc évidemment, nous regrettons, mais je le dis quand même aussi, il y a eu une formidable mobilisation parlementaire depuis le début. Nous avons eu quand même globalement plus de 300 parlementaires dans le comité de soutien. Le Parlement européen s'est saisi du dossier tout de suite, début janvier, et a voté une proposition de résolution demandant cette libération immédiate. L'Assemblée nationale l'a voté aussi majoritairement. J'aurais préféré que ça soit à l'unanimité. Il est évident que la non-unanimité est une faiblesse, une fragilisation de notre combat sur laquelle, de manière très cynique, les hiérarques d'Alger insistent. Ils ont aussi un certain nombre d'appuis, il faut être clair, dans la classe politique française. Bonsoir. Je trouve dommage que cette conférence soit si courte, parce qu'en fait, vous parlez de la fin, de l'actualité algérienne, ce qui est vrai, mais il aurait peut-être fallu remonter aux origines de la conquête française et le déroulement ensuite, et puis, ou alors tout simplement le début de l'insurrection algérienne. Ça aurait été très intéressant parce que les premiers opposants à la France, ce sont des gens qui ont été éduqués, entre guillemets, en Égypte par des Russes. Et ça continue, c'est la continuité de ce qui existait auparavant. C'est un mouvement extrémiste. Ils ont d'ailleurs éliminé le MLA. Ferhat Abbas, pareil, qui était... Excusez-moi de vous couper, mais est-ce que vous avez une question ou est-ce que Et c'est dommage. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Juste, peut-être que si je devais avoir un regret comme vous, monsieur, ce serait non pas d'aller revisiter l'histoire, c'est toujours très important, mais peut-être d'expliquer une chose qui est, à mon sens, extrêmement importante, de façon très, comment dire, très pragmatique. Je vais peut-être parler de deux sujets qui, à juste titre, préoccupent la société française. La question dite communément de l'intégration et la question de l'islam politique. Voilà là deux sujets que le régime algérien ne souhaiterait pas se voir régler. C'est-à-dire que c'est un régime, et c'est la raison pour laquelle je disais que c'est un régime avec lequel la France officielle a eu des relations que je juge toxiques. Ce n'est pas le seul, parce que nous sommes là depuis quelques années dans une situation, c'est le cas par exemple avec le Qatar aussi, où nous avions, je parle de la France, des alliés stratégiques en apparence qui sont par ailleurs les sponsors d'ennemis de l'intérieur. Et donc cette relation malsaine se traduit comment? Dans les faits, c'est que, en apparence, l'eau est douce, calme, tout se passe bien. Le jour où il y a le moindre couac, comme on l'a vu l'année dernière entre
la France officielle et le régime algérien, on a eu immédiatement, comme par une opération du Saint-Esprit, des leviers qui ont été utilisés, et notamment la partie visible, parce qu'il y a une autre partie qui est restée invisible à l'opinion publique, ces fameux influenceurs, comme on les a appelés sur les réseaux sociaux, qui immédiatement ont pris la parole pour d'abord diaboliser la France et les Français, mais aussi appeler à la violence. Aussi appeler à la violence parfois, ou contre des opposants, ou contre des Français, ou contre des responsables français, ou des intellectuels, ou des journalistes. Et ça, on sait que la patte du régime algérien et de ses services est totalement documentée. C'est quelque chose qui est totalement documenté. Et la France s'est tue trop longtemps sur ça. Je ne pense pas qu'un État sérieux, soucieux de sa souveraineté, et c'est le mandat qui est donné au président de la République, ne puisse pas veiller à ce que des gens, par exemple, qui ont fui le régime algérien, puissent être persécutés ici en France, alors que parfois, ils sont devenus les nationaux de ce pays. Et pendant longtemps, la France regardait ailleurs. Je vous rappelle que dans ce pays, à Paris, en 1987, un opposant franco-algérien, Ali Messili, avocat de sa profession, a été assassiné par un nervi du régime algérien, qui a été arrêté une semaine plus tard. Et à l'époque, ce n'était pas Mélenchon qui était au pouvoir, c'était Pasqua qui était au ministère de l'Intérieur avec Pandro. Et il a été remis aux autorités algériennes et la famille de M. Messili n'a jamais pu avoir justice. Jamais. Et monsieur Amelou, l'assassin de M. Messili, continue de vivre tranquillement, librement, entre Alger et les villes de province algériennes. Voilà la réalité de cette relation également. Donc, ça suffit. À un moment donné, ça suffit. Et ça ne passe pas par la mobilisation d'un discours ultranationaliste d'extrême droite qui va jeter le bébé avec l'eau du bain, comme sait le faire souvent l'extrême droite dans ses discours. C'est-à-dire qu'on passe d'une relation de copinage et de connivence avec le régime algérien à une relation où il faut, d'une certaine façon, balayer tout le monde. Voilà les travers, encore une fois, de la vie politique et intellectuelle française. C'est qu'on ne sait pas tenir une ligne de crête qui est extrêmement importante, que ce soit face au régime algérien ou face à l'islam politique ou face aux sponsors de l'islam politique, je mets un peu, parce que c'est toujours la même chose, c'est pas ou l'un ou l'autre. C'est pas et l'un et l'autre. C'est tout simplement, à mon sens, une ligne qui doit permettre justement de trouver les bons équilibres afin d'abord que la France soit digne des valeurs dont elle se réclame. Elle ne l'est pas souvent, c'est devenu malheureusement des étendards seulement, mais surtout arriver à construire avec ces pays une relation d'État à État, c'est-à-dire d'une relation, je ne sais pas qui l'a dit, mais une relation d'adulte à adulte. Pas d'une relation avec, comme on le dit souvent dans la rhétorique médiatique, d'anciennes puissances coloniales. L'Algérie est indépendante depuis maintenant 63 ans, et la plupart de ceux qui ont moins de 63 ans en Algérie, s'ils vivent dans un mal-être et s'ils vivent, je dirais, dans de mauvaises conditions, et s'ils aspirent pour beaucoup d'entre eux à partir et à s'exiler, ce n'est pas à cause de la France, mais à cause justement de la gestion du régime algérien. Donc il faut, à mon sens, sortir de cette autoculpabilisation, même si je suis extrêmement clair sur la question de la reconnaissance des méfaits de la colonisation, non pas des bienfaits, moi je ne vois aucun bienfait à la colonisation, des méfaits de la colonisation. Cela ne veut pas dire que je réclame une repentance quelconque, je réclame simplement que la France puisse de façon lucide et adulte regarder son histoire, toute son histoire, de façon responsable, sans pour autant être otage de cette histoire et sans justement, à cause de cette histoire, faire en sorte à ce que des régimes voyous puissent en profiter. Voilà. Monsieur. Vous l'avez dit, les différents régimes, celui-là, ce régime algérien, mais les précédents aussi, étaient peu fréquentables.
Sans parler de repentance, qu'est-ce que la France a... Pourquoi les dirigeants français, de Jacques Chirac jusqu'à Emmanuel Macron, ils ont pris autant d'égards avec ces régimes, ils ont été si mous finalement? Qu'est-ce que la France a à perdre de mauvaises relations avec l'Algérie? Est-ce qu'il y a quelque chose sur le plan économique, par exemple? Non, il n'y a aucun intérêt sur le plan économique. Souvent, on parle du gaz, mais ça ne compte pas, ça n'intervient pas dans ces relations. Je crois que consubstantiellement, congénitalement, structurellement, la relation entre la France et l'Algérie est faussée depuis 1962. Pourquoi? Parce que nous avons négocié avec un certain nombre de personnes les accords d'Évian, le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. On a signé les accords d'Évian le 18 mars 1962 et en juillet 1962, les signataires des accords d'Évian ont été balayés, exécutés, exilés, mis en prison. Et donc, on a un pouvoir depuis 1962 en face de nous qui est un pouvoir militaire. Le FLN et ce qu'on appelait l'armée des frontières de Ben Bella, de Boumedienne et Bouteflika a pris le pouvoir à la place du GPRA. Et on a ces gens-là qui vivent et qui défendent l'idée que la France est l'ennemi et restera l'ennemi. Et voilà. Et donc, à partir de 1962, du côté français, nous avons été aveuglés, quoi. Nous avons fermé les yeux sur le régime algérien, sur la nature du pouvoir algérien, sur ses intentions, sur ce qu'il a dit. Et vous le retrouvez dès le général de Gaulle, dès Valéry Giscard d'Estaing, sous François Mitterrand, où là, ça a été l'apothéose. On a renégocié à la hausse le prix du gaz, non pas à la baisse, mais à la hausse. Il y a eu toutes les mesures qui ont été prises par les gouvernements de François Mitterrand. Ensuite, il y a eu la période Chirac, puis ce que j'évoquais tout à l'heure, Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Donc depuis 1962, c'est une constante du côté français. Dans le fond, nous n'avons qu'à nous en prendre qu'à nous-mêmes. Madame, là-bas. Attendez, le micro arrive. Je voulais savoir ce que Emmanuel Macron fait pour Boualem Sansal. Rachel. Alors, Qui répond? On laisse à Rachel l'honneur de répondre. alors, je laisserai Arnaud compléter. Il y a sûrement des éléments que je vais oublier. À ce stade des choses, de manière officieuse, ce qui nous parvient notamment de la cellule diplomatique de l'Élysée, ainsi que qui croise les informations du Quai d'Orsay, c'est qu'il ne s'agit pas d'un dossier prioritaire. Il n'est pas en haut de la pile. En haut de la pile se situe l'Ukraine et Israël-Palestine. C'est trop compliqué, je vous dis quasiment mot pour mot. Hein. C'est un dossier trop compliqué que celui de l'Algérie et de Boualem Sansal. Et le gouvernement essaye de se rapprocher d'une aile progressiste du régime. Autrement dit, ça peut durer encore très longtemps. Et on se rend bien compte que, d'un point de vue peut-être diplomatique, finalement, le gouvernement considère qu'il n'y a pas tant à gagner et qu'il y a bien plus à obtenir de l'Ukraine ou de la reconnaissance de la Palestine, mais en l'état actuel des choses, rien n'avance. Et je parle encore une fois sous le contrôle de Arnaud. À ce jour, l'une des filles de Boualem Sansal, qui avait écrit une lettre, comme vous le savez, à l'Élysée, n'a reçu aucune réponse. Et elle n'a pas été non plus invitée à rencontrer le président de la République ou le ministre des Affaires étrangères. Bon, juste, Xavier. Oui, je rejoins ce que disait Rachel, mais j'irai plus loin. Je m'inscris en faux contre ce qui a été dit tout au début, je crois, par vous, à savoir qu'il y a eu
un changement, une bascule au cours de l'été dernier avec la lettre du président de la République au Premier ministre François Bayrou. Parce que dans cette lettre, il n'y a rien du tout dans le fond. Et rien n'a été fait depuis le mois d'août 1962. Je crois que le président de la République a voulu prendre date pour montrer que, voilà, il faisait quelque chose et il tapait du poing sur la table pour essayer de sauver Boualem-Sansal, mais depuis, il ne s'est rien passé. Et puis, je crois qu'on a tourné la page du dossier Boualem-Sansal, comme le disait Rachel. S'ajoute celui de Christophe Glaise également, qui est également détenu par le régime algérien. Journaliste de SoFoot. Non, mais je partage tout ce qui vient d'être dit. C'est vrai que de toute façon, ce qui a été préconisé depuis le début, ça a été la stratégie du silence. Il ne faut pas parler parce qu'il ne faut pas exciter encore plus M. Tebboune. C'est à peu près ça, hein, je résume. Les contre la France et contre Emmanuel Macron. Or, si vous voulez, nous avons une divergence d'approche qu'on assume d'ailleurs complètement avec la façon dont le Quai d'Orsay a piloté cette affaire depuis le début. C'est que ne pas parler de Boualem-Sansal, c'est finalement l'enterrer vivant. Parce que ce que recherche, in fine, et là de ce point de vue-là, je ne sais pas si c'est une rationalité ou une irrationalité, mais c'est plutôt une forme de rationalité dans la répression, c'est de faire de Boualem-Sansal un exemple pour tous ceux qui s'opposent, intellectuels ou autres, au pouvoir algérien. Donc il nous faut parler de Boualem-Sansal en permanence, et il est, j'allais dire, de notoriété publique. Il y avait deux lignes qui s'affrontaient au sein du gouvernement, une ligne qui était plus dure, c'est-à-dire, pour aller très vite, la ligne incarnée par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et une ligne que l'on a appelée la ligne de la diplomatie secrète, qui n'a quand même, faut-il le rappeler, donné aucun résultat depuis l'incarcération de Boualem-Sansal. Bien au contraire, même on peut considérer que cette ligne a vraisemblablement dopé le pouvoir algérien dans sa volonté d'être toujours plus dur vis-à-vis des Français en raison de notre propre faiblesse structurelle. Oui, mais vraiment, d'une phrase. Vous me donnez l'occasion. Personnellement, je demande, et de façon très solennelle, à Emmanuel Macron de ne rien faire. Parce que vous savez, je regarde un petit peu ce qu'il fait sur le Proche-Orient. J'ai peur qu'il aggrave le cas de Boualem-Sansal s'il venait à s'en occuper. Donc, la meilleure chose à faire, c'est qu'il ne fasse absolument rien, ni sur Boualem-Sansal, ni sur Glaise, parce qu'en réalité, l'on s'aperçoit qu'il n'est pas calibré pour la diplomatie, qui n'est probablement pas calibré pour occuper le poste qu'il occupe. Je le dis, voilà, je ne fais pas partie de ceux qui l'ont soutenu en 2017, donc je suis très à l'aise et je pensais même que les Français faisaient une énorme erreur de casting, mais c'était comme ça, malheureusement, le train de l'histoire. Entre lui et l'autre qui était en face, c'est vrai que le choix n'était pas très abondant et les Français ont fait avec ce qu'ils ont eu en face d'eux. Mais je suis véritablement sincère parce que, vous savez, il y a une réalité chez les dictateurs. Lorsque leur interlocuteur est faible, ils font toujours le double de ce qu'ils comptaient faire déjà, comme méfait. Donc c'est pour ça que je lui dis vraiment, il ne faut absolument rien faire parce qu'il risquerait de compliquer encore davantage la situation de notre ami. Je vous remercie à tous. Au revoir et merci aux intervenants.